Enfin, vous, c'est quart d'heure Picard. Ah oui. Chez nous, c'est quart d'heure minimum. Ça doit être pareil. Bon, je vais vous parler de cartes diverses. Et les cartes, elles sont à la mode en ce moment, en tout cas depuis qu'on parle de la fusion des régions. Et c'est à cette occasion-là, en fait, que j'ai eu l'idée de vous faire cette présentation sur le domaine linguistique picard en relation avec les nouvelles régions issues de la fusion. Alors, à titre d'anecdote, la carte qui est ici à gauche, je l'ai vue apparaître dans une réunion au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, une réunion syndicale où on m'avait invité pour parler du Picard. Et alors, c'était la première réunion organisée par ce syndicat, par la section syndicale du Nord-Pas-de-Calais, conjointement avec son homologue de Picardie. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai été invité pour parler du Picard comme étant l'un des traits d'union entre nos deux régions. Et donc cette carte était affichée, la carte de gauche, encore une fois. Et la première réaction que j'ai eue, c'était de dire, mais cette carte, moi, elle m'est totalement familière. Je la connais bien, puisque c'est la même que celle de droite, celle du domaine linguistique picard. Alors celle-là, je pense que les gens qui sont ici, qui sont un peu au fait des questions de Picard, vous la connaissez aussi. Je ne sais pas si pour certains peut-être, elle est moins familière. Si je vous rappelle, le domaine linguistique picard, qui inclut la Picardie, au moins une grande partie, le Nord-Pas-de-Calais, une bonne partie aussi, et puis le Hainaut belge. Donc voilà, quand on s'est mis à parler de cette nouvelle région, nouvelle grande région, c'est son nom provisoire, son nom de code en tout cas, dans les administrations régionales, quand on s'est mis à parler de cette nouvelle grande région, immédiatement, évidemment, on a eu la tentation de faire le lien avec le domaine linguistique picard. Alors, on aurait pu faire le lien avec d'autres cartes. Par exemple, celle-ci, que j'ai été recherchée sur le site de la Bibliothèque nationale de France, une carte de 1774, qui montre que cet espace régional, le grand nord de la France, c'est quelque chose qui est déjà à l'ordre du jour depuis pas mal de temps, et au moins depuis ici le XVIIIe siècle. D'autres cartes qui ressemblent un petit peu à cette carte du domaine linguistique picard, mais là il faut remonter beaucoup plus loin. Il faut remonter à Jules César et à la guerre des Gaules. Vous savez que César, en parlant de la Gaule, disait que la Gaule est divisée en 3 parties. Et l'une des parties, c'est la Gaule belgique, ce qui est représenté sur la petite carte de gauche ici, tout en haut, la partie belgae. Alors cette Gaule belgique, elle est plus large évidemment que le domaine linguistique picard, mais si j'en prends Stéphane Fischl, qui est un archéologue, qui a étudié de très près les Gaulois du nord de la France, il y a un bouquin qui s'appelle comme ça, eh bien il y a au sein de la Gaule belgique une petite partie qui s'appelle le Belgium, et qui est ici, alors, je ne sais pas si on voit très bien sur la carte, mais en tout cas, voilà, c'est cette partie-là, avec les Ombiens, les Atrébates, les Viromonduins, et les Bélovaques. Donc ça fait cette partie-là. Et cette zone, elle semble correspondre aussi, grosso modo, à cette nouvelle grande région, tout au moins à sa partie occidentale. Et puis, là encore, elle semble correspondre au domaine linguistique picard. Alors, ce domaine linguistique picard, j'y reviens maintenant un peu plus en détail, après avoir posé son actualité à titre d'hypothèse de travail.
Cette carte, elle est donc très connue des militants et des chercheurs. Elle est largement diffusée. Et il m'a paru intéressant de revenir à son histoire, à cette carte. Alors j'ai intitulé la carte de René Dobry et du PJV. En effet, elle a été dessinée par René Dobry, le grand dialectologue, grand chercheur de l'Université de Picardie, et elle a été réalisée par l'Université Jules Verne pour l'Atlas de Picardie, publié en 85. C'était sa première apparition, en tout cas sous cette forme-là. Et puis, elle a illustré bien d'autres publications, et notamment René Dobry lui-même l'a reprise dans ses publications sur le Picard, et, par exemple dans Picard Bellerane, sa méthode de Picard, publiée également dans les années 83. Cette carte fait référence aux travaux de Raymond Dubois. Et donc, en fait, il faudra revenir un peu plus loin aux travaux de Raymond Dubois, mais ça, j'y reviendrai dans une deuxième partie. Alors, ce que je voudrais tout de suite remarquer, c'est que cette carte Dobry-Dubois, on va dire, elle n'a pas seulement un contenu informatif et scientifique, mais elle est utilisée comme un symbole du Picard, quasiment comme un totem. Alors, voilà quelques autres versions qui lui sont antérieures. Par exemple, ici, la carte qui a été publiée par l'association Titi Pince, Université Unispic, l'Université populaire de Picardie d'été. Alors, carte réalisée par André Lévesque, publiée en 1979. Voilà, on reconnaît toujours cette même forme, une forme du domaine linguistique Picard. Mais ici, cette carte est très clairement à vocation militante. Elle est accompagnée d'une symbolisation. Vous voyez dans le petit drapeau qui est en bas à droite. Ce petit drapeau devait, dans l'esprit d'André Lévesque, symboliser le domaine linguistique Picard. L'idée étant que les deux pics croisés découpent le domaine, découpent le rectangle en 4 parties correspondant aux 4 provinces historiques parlant Picard. Picardie, Artois, Flandre et Hainaut. Alors ce symbole a été repris, décliné par l'association Titi Pince et par André Lévesque sous d'autres formes, par exemple un autocollant, l'autocollant PIC, qui a eu son heure de gloire dans les années 70-80, qui reprend toujours le même visuel et toujours la même carte. Donc vraiment cette carte est devenue le symbole du domaine linguistique Picard. Voilà, je fais un petit saut en avant, c'est toujours un symbole, mais là utilisé à des fins plutôt commerciales, même si l'origine, évidemment, c'est toujours la même, et c'est toujours cette carte militante, entre guillemets, notamment reprise à René Dobry. Donc ça, c'est la carte qui illustrait le premier album d'Astérix en Picard, Astérix ira à l'école, dans lequel, évidemment, on a repris le visuel du village gaulois, mais appliqué au domaine linguistique Picard. Alors, oui, je vais rester peut-être sur cette carte d'Astérix. Je vais plutôt revenir même à la carte d'origine. Ces frontières, les frontières de la carte, elles sont intéressantes parce que les frontières ne sont naturelles qu'à l'ouest et au nord-ouest, au nord-ouest. C'est-à-dire c'est la façade maritime avec la Manche et la mer du Nord. Sur le versant nord, on a aussi une limite tranchée puisque c'est la limite avec le flamand, avec les parlers germaniques. Et là,
la frontière linguistique, c'est aussi une frontière administrative, tout au moins en Belgique. C'est la frontière avec la communauté flamande de Belgique. La frontière linguistique est tout aussi tranchée en France, mais là, elle ne correspond pas à une frontière administrative. Par contre, quand on va à l'est, au sud et au sud-ouest, la limite du Picard, elle se fait avec d'autres parlers-d'Oïl très proches. Le wallon, le champenois, le normand au sud-ouest, et puis ce qui est appelé ici le francien, un peu improprement, en fait, c'est les parlers d'Île-de-France. Et là, sur le terrain, les limites sont beaucoup moins tranchées. Donc, ce qui est intéressant, c'est de constater que l'auteur de la carte a dessiné un trait. Il a tout au plus admis des hachures correspondant à une zone de transition, une région de transition dans l'Aisne, mais pour le reste, c'est aussi tranché que s'il y avait la mer ou s'il y avait cette frontière linguistique avec le flamand. Donc là, il y a une question qui se pose. Comment est-ce qu'on peut trancher une frontière de façon aussi nette dans un espace dialectal qui est pourtant très flou? Voilà. Cette question, je la laisse un petit peu en suspens et on essaiera d'y répondre. Alors, cette carte, elle est certainement dans les têtes depuis très longtemps. Les limites n'ont été tracées que dans les années 50 par Raymond Dubois, mais des descriptions, on en a qui sont bien antérieures. Alors déjà au Moyen-Âge, je vais vous parler rapidement du Moyen-Âge parce que c'est un peu difficile d'évoquer une conscience d'un domaine linguistique au Moyen-Âge sans faire des anachronismes. Tout ce qu'on peut dire, c'est que par exemple, à Lille, au XIIIe siècle, le livre Roisin, qui était un coutumier, parle du langage picard. Donc, il était clair pour les Lillois du XIIIe siècle qu'on parlait picard. À ce moment-là, on peut imaginer qu'il y avait bien conscience d'une identité linguistique sur une région vaste, englobant l'île. Quand on regarde l'ère d'extension des écrits dans lesquels il y a des traits picards, on trouve un domaine plus étendu que le domaine picard actuel. Un domaine qui va empiéter assez largement sur le wallon et sur le flamand. Alors la question se pose, est-ce que ces écrits picards correspondent à un usage oral? La réponse est très probablement non. Mais tout ce qu'on peut constater, c'est qu'on écrivait en picard, donc non pas qu'on parlait, mais qu'on écrivait en picard, dans des régions qui sont maintenant considérées comme wallonnes ou comme flamandes. Alors on sait que la nation picarde à l'Université de Paris, vous savez, la nation picarde, c'est en fait une association des étudiants et des enseignants théoriquement de langue picarde. Eh bien, cette nation picarde, elle correspondait au diocèse de Beauvais, Noyon, Amiens, Laon, Thérouanne, Arras, Cambrai, Tournai. Tout ça, c'est bien le domaine picard, mais aussi le diocèse de Liège et le sud du diocèse d'Utrecht. Donc là, on est en pays flamand et wallon. Cette nation picarde couvrait donc un territoire qui allait du Beauvaisis jusqu'au sud des Pays-Bas actuels. Voilà ce qu'on peut dire de la délimitation au Moyen-Âge, qui était dans les têtes à défaut d'être sur une carte. Alors, je vous ai mis néanmoins une carte extraite du livre de Gossen, Grammaire de l'ancien Picard. Cette carte, curieusement, est tout à fait anachronique, puisque Gossen, dans cette carte, a plaqué sur le découpage des comtés et des différentes
publicité du XIIIe siècle, hein, il a plaqué la limite du picard actuel, ce qu'il appelle la limite approximative du patois picard moderne, qu'il a été reprendre là encore chez Raymond Dubois. Donc il y a un anachronisme qui a été relevé par d'autres auteurs, mais enfin, il est intéressant que cette carte figure dans la grammaire de l'ancien picard. Alors maintenant, si on fait un saut jusqu'aux philologues, aux dialectologues du XIXe siècle et du début du XXe siècle, on va trouver là encore mention de ce domaine linguistique, même s'il n'est jamais dessiné. Il est évoqué mais pas dessiné. Chez Jules Corblet, un glossaire du patois picard ancien et moderne, 1851. Voilà ce qu'on trouve. Je passe le début de la citation qui dit qu'il est presque impossible de préciser les limites géographiques du dialecte picard au Moyen-Âge. Voilà, il cite un certain nombre d'hypothèses. Mais ensuite, il parle des patois modernes en disant 13 patois principaux se partagent l'ancienne France de la langue d'Oïl. Ce sont, premièrement, le wallon, qui domine sur quelques points des départements du Nord et du Pas-de-Calais. Donc il met du wallon, contrairement à l'usage moderne, il met du wallon en France. Deuxièmement, le rouchy, à Valenciennes, Saint-Amand, Bouchain, Bavet, Maubeuge, Aven. Il précise, le cambrézien et le lillois s'en rapprochent. Il fait un paquet du rouchy, région valencienne, avec Cambrai et Lille. Troisièmement, le picard. Pour lui, le picard, c'est ancienne Picardie et Artois. Curieusement, il rajoute l'Artois au picard. Quatrièmement, le normand parlé en Normandie, 5, 6, 7, etc. Après, on sort de notre domaine proprement dit. Donc il semblerait que Corblet limite le picard à une zone plus petite que le domaine picard tel qu'on le conçoit à partir de Dubois, mais néanmoins une zone dépassant la Picardie puisqu'il englobe l'Artois. Néanmoins, sa remarque suivante est intéressante puisqu'il dit les patois qui ont le plus d'analogie avec le nôtre, donc avec le picard, sont ceux du département du Nord. Comme notre glossaire doit en fournir la preuve évidente, nous nous bornerons ici à citer un court spécimen des dialectes de Douai, de Valenciennes et de Cambrai. Leur simple lecture suffira pour convaincre que ces patois sont des débris de l'ancienne langue picarde. Voilà. Donc, même s'il fait une distinction entre le wallon, le rouchy, le picard, à un moment donné, il dit tout ça finalement c'est très très proche. D'ailleurs, je vais vous le prouver. Il cite des textes qui le montrent. Et précise-t-il, tout ça c'est des débris de l'ancienne langue picarde. Donc il revient à cette zone qui est toujours dans les têtes, cette zone du domaine linguistique picard. Autre auteur, c'est Daniel Hénuret, avec le patois boulonnais comparé au patois du nord de la France. Le tome 1, paru en 1901. J'en tire cette citation. Il existe la plus grande analogie entre les patois de la Picardie, de l'Artois, de la Flandre wallonne et celui du boulonnais. Sans doute, chacune de ces régions possède une certaine série d'idiotismes qui lui sont propres, et un certain nombre de mots qui n'ont pas cours dans la région voisine. Mais on y retrouve partout, avec des nuances spéciales d'orthographe et de prononciation, un fond commun d'expressions identiques, un ensemble généralement uniforme de tournures grammaticales. C'est évidemment la même langue, dérivant des mêmes origines et sortant de la même source. Voilà. Hénuret, là encore, dessine cette région en nommant ses parties et il en fait, là encore, donc, il évoque en détail son homogénéité linguistique. Alors voilà, on pourrait encore citer d'autres auteurs, par exemple Louis Brébion, avec ses études philologiques sur le nord de la France, publié en 1907. Lui aussi, il dessine cet espace linguistique. Il n'en fait pas une carte, mais il le nomme avec une assez grande précision. Alors j'en arrive maintenant à celui qui a rassemblé tous les écrits de ses prédécesseurs et qui a porté ça sur
une carte qui a le premier dessiné des limites. Voilà, c'est donc Raymond Dubois qui publie en 1957 Le domaine Picard. Il est intéressant de citer la totalité du titre. Le domaine Picard, délimitation et carte systématique dressée pour servir à l'inventaire général du Picard et autres travaux de géographie linguistique. Dubois, son but, c'est de préparer le terrain à des travaux de géographie linguistique. L'inventaire général du Picard et, je ne sais pas cité dans son titre, mais évidemment c'est dans sa tête, l'Atlas linguistique Picard. Donc pour lui, le travail sur le domaine Picard était un préalable. Il consistait à poser un certain nombre d'hypothèses, mais pour Dubois, les travaux ultérieurs devaient venir préciser ces hypothèses, et seuls ces travaux ultérieurs devaient permettre de délimiter les limites de la langue picard. Voilà. Alors il y a eu, on y reviendra, un contresens. On a mal compris, je crois, ce que voulait Dubois, et on a repris tel quel les limites qu'il a dessinées, sans les interroger davantage. Alors, je vais rappeler les quelques précautions méthodologiques exprimées par Dubois. D'abord, le titre, je disais, délimitation et carte systématique dressée pour servir à l'inventaire général du Picard et autres travaux de géographie linguistique. Alors, Dubois rappelle que, je cite, toute limite dialectale est arbitraire. Le choix de traits phonétiques caractéristiques l'est aussi. Il insiste bien d'entrée de jeu sur l'arbitraire à fixer des limites. Du coup, il annonce d'entrée de jeu qu'il ne va pas tracer d'isoglosse. En fait, il le fera. Mais il le fera comme à regret. Des isoglosses, c'est-à-dire des lignes, je rappelle la définition d'une isoglosse, c'est une ligne groupant des points sur la carte comportant un même trait linguistique. Par exemple, si dans un certain nombre de communes, pour dire un chat, on dit un co, ce qui est évidemment un co, un co, ce qui est évidemment la règle en picard, eh bien on peut tracer une ligne qui va courir entre les derniers points où on dit un co. Et puis ensuite, on dira un chat. Donc, ce sera la limite ultime du co ou du co. C'est ça l'isoglosse. Alors, qu'est-ce qu'il écrit, Dubois ? Il propose modestement, je cite, une base provisoire permettant de circonscrire la zone minimum dans laquelle on peut espérer rencontrer des faits linguistiques picards, anciens ou modernes. Voilà. La zone dans laquelle on peut espérer rencontrer des faits linguistiques picards. Il estime que des études ultérieures vont permettre de préciser les limites géographiques du picard. Mais, pour l'instant, il se contente de quelques critères simples. Alors, quels sont ces critères ? Il y en a deux. Pour la limite avec le normand, il y en a trois en réalité. Donc, pour la limite avec le normand, il va regarder quelle est où s'arrête l'article picard le, vous savez, eul, eulvac en picard, en normand on dira lavac, et en français la vache. Ça c'est le premier critère. Deuxième critère, c'est le un picard s'opposant au en français. Et donc, par exemple, en picard on dit du vin, pour dire du vent, en normand on dit du vent. Donc, il prend ces deux limites et il met une grosse hachure sur sa carte qui définit dans sa légende comme la limite arbitraire du normand. Toujours l'arbitraire. Ça c'est pour le normand. Avec les parlers d'Île-de-France, le champenois et le wallon, je cite Dubois, nous n'avons cru devoir faire état provisoirement
provisoirement et souligné par lui, que des indications fournies par la conservation du que dur, caractère principal du picard, dans la toponymie moderne. Voilà. Donc, provisoirement, il prend un seul trait qui est le que dur dans la toponymie. Et puis, dans son texte, Dubois constate la grande variabilité de la notion de picardie à travers les âges, et il conclut, cette conclusion est intéressante, nous considérons comme Picard l'ensemble des lieux qui, à une époque quelconque, ont pu faire partie soit du domaine linguistique picard, soit de l'ensemble des territoires ayant porté le nom Picardie. Voilà. Vous voyez, c'est extrêmement prudent, extrêmement large. Dubois ne se prononce pas sur les limites de la Picardie et du Picard. Donc, tout ce qu'il propose, c'est quelques critères dont il souligne bien qui sont arbitraires. Alors comment il travaille? Là, c'est ce que je vous ai dit là, c'est la grande carte qui lui sert de fond. En fait, l'essentiel du travail de Dubois, ça a été de numéroter les communes dans ce vaste territoire dont il considère que, éventuellement, il peut correspondre en toute partie au domaine linguistique picard. Donc il numérote les communes. C'est son apport essentiel, la numérotation des communes. Les points qui sont sur cette grande carte, ce sont toutes les communes du domaine linguistique. Alors, ici, donc, un extrait de cette carte, donc le fond de carte est en papier, et puis dessus, on vient poser un transparent en rhodialine. Alors, j'ai découvert le mot, c'est une espèce de plastique transparent, sur lequel, en rouge, il porte un certain nombre d'indications supplémentaires, et notamment un certain nombre de tracés, justement, d'isoglosses. Je vous en montre ici, juste. Vous voyez les points ici, cette ligne ici, c'est des points qui sont issus d'un travail d'enquête sur le terrain, où il va rechercher d'une part l'extension maximale du K, du fameux que, et puis dans les parlers modernes, et puis d'autre part il regarde également la toponymie comme il l'annonce. Donc il met les deux limites en réalité, la limite du K dans la toponymie et la limite du K dans les parlers modernes qu'il est allé regarder sur place. Donc c'est pas inintéressant. Voilà. Donc, alors ce document qui fonde les cartes suivantes, il faut vraiment le regarder dans le détail, il faut voir comment il est constitué, et voir qu'il n'a pas cette valeur absolue qu'on lui a attribuée ensuite. Voilà. Je précise que là, la reproduction est assez mauvaise, mais comme vous le voyez, le papier est tout plié. L'exemplaire que j'en ai récupéré est plutôt en mauvais état, il va rester plié très longtemps, et il est indépliable, c'est-à-dire si on le déplie trop fort, on casse la carte. Et d'ailleurs, je suis preneur, si quelqu'un a une méthode pour récupérer ça, j'aimerais bien pouvoir le récupérer. En tout cas, malheureusement, ce document a très mal vieilli. Voilà. Alors, la question qu'on pourrait se poser, évidemment, c'est cette limite donc, tracée par trois isoglosses, le K, le vac, le, et puis le 1 du 20, c'est bien beau, ça dessine effectivement un territoire, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver un autre territoire en utilisant d'autres isoglosses? Parce qu'on sait que le domaine linguistique picard est parcouru de variations internes. Alors, je vous en mets un exemple quelques-unes, elles sont plus ou moins connues, mais elles vont dessiner du coup d'autres découpages dans ce territoire. Exemple, ce qu'on appelle, d'un terme technique, la palatalisation du K. Palatalisation secondaire, c'est-à-dire le fait que dans une partie du domaine picard, pour dire tomber, on dit tchè.
Seine-Maritime qui vaut cher. Alors que dans le nord, ou ailleurs, on va dire de va ker. Donc ker, cher. Voilà. Voilà la carte du Cher, hein, c'est les points rouges. C'est la Somme, c'est l'Oise. C'est pas le Pas-de-Calais, c'est pas l'Aisne non plus. Et puis curieusement, on retrouve une zone autour de Lille, on va dire Cher. Vous voyez, on a une carte assez différente. Autre exemple, pour dire un chapeau, hein, ici on dit un capieux, ailleurs on va dire un capio, avec des variantes. Là vous voyez que les deux régions qui sont dessinées par cette différence entre capio et capieux, mais après tout elle vaut bien la différence entre cœur et champ. Hein. Eh bien, ici on oppose assez nettement le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Ce qui pourrait donner raison éventuellement à des gens qui nous diraient vous nous racontez des histoires puisque dans le Nord-Pas-de-Calais on ne parle pas picard, on parle ch'ti. Voilà. Oui, la preuve, regardez, on dit capio dans le Nord-Pas-de-Calais, en ch'ti, donc, et on dit capieux en Picardie. Ceci à l'appui du doute sur l'unité du Picard qui était fréquemment exprimée dans le Nord-Pas-de-Calais. Hein. Je ne reviens pas spécialement là-dessus, mais c'est un fait que beaucoup de gens mettent en doute dans le Nord-Pas-de-Calais l'existence, enfin le fait de parler Picard. Autres isoglosses, voilà, ici il s'agit de morphologie. Le pronom personnel nous ou vous. Ici, pour dire nous chantons, on dit au canton. Vous chantez, on dit au canté. Ailleurs, on va dire nos cantons, nous cantons, et vous cantez, vous cantez. Bon. Là, vous avez des petites croix, c'est au, comme ici. Là, vous avez des petits ronds bleus, c'est nous, vous, hein, nos, vous. Voilà. Vous voyez que tout l'Est, donc en gros, le département du Nord, le département de l'Aisne disent nous, vous. Tout l'Ouest, en gros, le Pas-de-Calais, la Somme et l'Oise, disent au. Cette limite entre l'Est et l'Ouest, on la repère dans beaucoup de traits de différence, que ce soit phonétique, morphologique ou lexical. La grande fracture, si on peut dire, relative du domaine picard, elle n'est pas entre un Nord-Pas-de-Calais au nord et une Picardie au sud, elle est plutôt entre des parlers de l'Est et des parlers de l'Ouest. Les différences se font plutôt comme ça. Ici, cette carte le montre. Autre différence interne, cette fois lexicale, pour dire un fouet, on dit, dans beaucoup d'endroits, dans la plus grande partie de la région linguistique picard, on dit un écouris, un ou un cachouer. Ça, c'est les ronds rouges. Puis vous voyez que, au sud du département du Nord, là où il y a des étoiles jaunes, on dit plutôt un écouris ou un écourite. C'est un autre type lexical, voilà, qui est limité dans une sous-région. Donc, vous voyez, quand on regarde notamment la classe linguistique picard, on se retrouve avec des choses assez diverses. Hein. Et pourquoi choisir un critère plutôt qu'un autre, hein? Pourquoi ne pas choisir donc le critère qui fait que, la langue du Nord-Pas-de-Calais n'est pas la langue de Picardie. Je n'ai pas, a priori, d'argument linguistique pour le dire. Simplement, il y a une tradition qui dit que le cas, c'est un trait spécifiquement picard, et c'est lui qui va nous permettre de définir le picard. Alors, on va prendre un petit peu de distance, on va regarder au niveau de la France entière. Et là, je m'appuie sur un
un travail qui a été fait il y a quelques années par Brun-Trigaud, par Yves Lebert et je crois que c'est Yves le Du également. Je me trompe peut-être, Lebert, le Du, c'est Yves, peu importe. Donc un travail qui a été fait, donc, qui a consisté à réinterpréter la classe linguistique de France. Et dans un certain nombre de pages, ils ont cherché du Picard et ils l'ont trouvé, évidemment. Voilà, je vous rassure, ils l'ont trouvé. Exemple, ici, ces deux cartes. Pour dire ma grand-mère, partout on dit des choses comme ma. Et dans la zone picarde, on dit M. M grand-mère, ou M taillonne, éventuellement, mais c'est toujours M ou Et il y a qu'ici qu'on dit ça. Voilà. Donc c'est un trait réellement qui dessine le picard, vous voyez ici, ça marche relativement bien, aussi bien que le cas. Alors le cas, justement, on trouve dans la carte de droite, vous voyez, c'est la carte château. On dit un catieux, ou un catio chez nous, pour le coup, je néglige la variation de la finale, et puis on dit des choses comme Castel, etc., dans tout le sud de la France, qui est l'Occitan. Alors ce type de carte a permis à des auteurs sérieux de dire que il y a trois grandes zones linguistiques en France. Il y a la langue d'Oc, la langue d'Oïl et le Picard, avec des traits communs entre le Picard et la langue d'Oc. Le cas en question est un de ces traits communs. C'est pas tout à fait vrai, puisque la langue d'Oc comprend aussi des zones où on dit quelque chose comme château, etc. Donc la palatalisation, la non-palatalisation, la forme cateo, castel, en fait, n'englobe pas la totalité de la langue d'Oc. Alors, voilà. C'est le même trait, à gauche, pour dire le champ, un camp, qui est la forme picarde, par excellence, canté, bien sûr. Et puis au sud, on retrouve la même forme, cant, canta. Mais là, vous voyez qu'elle est un peu moins solide, elle est un peu plus fragmentée, cette zone. Enfin, ça marche encore bien pour dessiner le Picard et montrer une solidarité avec l'Occitan. Par contre, dans d'autres cartes, évidemment, ça ne marche plus du tout. Et là, vous avez la carte donnée. Donc vous voyez que, en gros, pour dire données, en France, on a deux grandes formes qui sont de type donné et de type baillé. Et là, la répartition, elle ne permet plus de distinguer le Picard. On trouve donné, forme commune dans la plupart des points d'enquête, sauf en quelques points, là, autour dans le Termois, grosso modo, vous voyez, vous avez une petite zone rouge, on retrouve baillé, qu'on trouve plutôt à l'est, et puis qu'on va retrouver en gascon, mais pas dans le reste de l'Occitan. Donc vous voyez, là, on a une carte qui est beaucoup plus complexe. Alors, toujours dans ma tentative de trouver le Picard à travers d'autres critères que les malheureux critères provisoires donnés par Dubois, j'ai été chercher les travaux de Goebbels avec sa dialectométrie. Et voilà ici deux cartes qui sont un peu plus complexes à lire, mais que je vais essayer de vous expliquer en deux mots. Qu'est-ce qui fait que Goebbels, il s'appuie lui aussi sur la classe linguistique de France, mais au lieu de prendre des cartes individuellement et d'essayer de redessiner ces cartes, de les rendre plus lisibles, eh bien il va combiner les cartes et il va compter entre deux points proches le nombre de traits communs et le nombre de divergences. Alors, s'il y a beaucoup de traits communs, il va séparer ces deux points par un trait fin. Si par contre il y a beaucoup de différences, il va tracer un trait plus épais, avec également des codes de couleurs.
Hein. Donc, là où il y a beaucoup de différences, c'est un trait épais, plutôt tirant vers le bleu. Et là, donc les couleurs froides. Et là où il y a peu de différence, le trait sera fin et on va aller vers les couleurs chaudes. Et donc vous voyez sur la carte de droite, qui est constituée à partir de l'Atlas linguistique de France, vous voyez que les traits épais et en couleur froide, je vais vous les parcourir, mais ils délimitent bien justement le domaine acoustique. Alors, en gros, c'est ça. Si on prend le premier, ça sera ça. On a bien le domaine acoustique. Vous voyez qu'après, d'ailleurs, quand on va vers l'est, on a un certain nombre une fragmentation qui est au moins aussi importante, et en particulier le deuxième gros trait qui est ici, il vient séparer la zone picardo-wallonne de la zone proprement wallonne qui est encore plus à l'est. Donc on a là une fragmentation du domaine wallon, pour le coup, qui est beaucoup plus forte, qui paraît beaucoup plus forte. Alors que le domaine picard, alors avec des grandes différences internes, hein, mais le domaine picard a, je dirais, un degré de cohésion qui est visible sur ces cartes si on essaye de les interpréter. La carte de droite d'Es, elle est faite à partir de l'ancien picard et à partir des chartes en ancien picard. Et là, on voit aussi apparaître le domaine d'extension du picard écrit au Moyen-Âge. Et on retrouve ce qu'on disait en introduction, c'est-à-dire que ce domaine du picard écrit au Moyen-Âge déborde cette fois assez largement sur ce qui est maintenant du wallon, hein, puisque la limite, là, elle est là. Hein. La limite principale, elle est quelque part là. Et puis, effectivement, elle englobe une bonne partie de la Wallonie. C'est pas inintéressant de constater ça et de constater qu'on a sur la même méthode, hein, de comptage de proche en proche, de comptage des ressemblances et des différences, on arrive à déterminer une aire, alors cette fois sur des traits, des centaines de traits. Hein, c'est une combinaison de centaines de traits. C'est plus un trait comme le cas ou l'article. Alors, je vais essayer, et je ne sais pas si ça va marcher, de vous montrer ça en direct, mais non, ça va pas marcher. Parce que ce truc ne s'est pas bien chargé. Je pense que ça ne sera pas plus probant. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est un site internet qui a été créé à partir des travaux de Goebbels, à travers des travaux de dialectométrie, qui permet de dessiner soi-même les cartes. Alors en fait, vous avez une carte de France, là malheureusement elle n'est que partielle, hein, parce qu'elle s'est mal chargée. Mais vous avez une carte de France, et vous voyez, vous avez des indications de toute proximité entre les points. Donc vous prenez un point, en fait, on a un point de départ, qui est le point en blanc, ici. Et en rouge, vous avez tous les points qui ont entre, grosso modo ici, 82 et 90% de proximité. Ensuite, vous voyez, vous avez un dégradé de couleur, et en bleu, vous avez des points qui ne sont plus qu'à 30-45% de proximité. Donc les zones rouges sont des zones très proches du point de départ. Et plus on s'éloigne, évidemment, moins on est proche. Alors, ce qui est intéressant sur cette carte qui est interactive, c'est que si je peux choisir mon point de départ, exemple, si je prends celui-là, vous voyez, ça redessine à chaque fois une autre carte, c'est-à-dire que à chaque fois on a l'ensemble des points qui sont les plus proches linguistiquement du point de départ. Alors, voilà, vous voyez comment ça marche. Alors si j'avais pu vous montrer la carte entière, enfin vous pouvez éventuellement refaire l'expérience chez vous en retenant l'adresse internet. Si je n'ai pu vous faire l'expérience, je vous aurais montré que quand on prend des points au sein du domaine picard,
Grosso modo, ce qui est rouge, c'est le domaine picard. Et alors, quand vous êtes sur la frontière, quand vous prenez un point sur la limite du domaine picard, vous avez bien le domaine picard qui est dessiné en rouge. Si vous passez la limite, que vous cliquez sur le point au-delà, c'est un autre domaine qui se dessine. Vous allez avoir du normand, vous allez avoir du wallon. Et donc, expérimentalement, on voit comme ça apparaître, alors avec des formes quelquefois un peu biscornues, hein, mais on voit apparaître le domaine picard, y compris dans sa périphérie. Il y a toujours, même dans la périphérie, une solidarité de chaque point avec une grande partie du reste du domaine picard. Et vraiment, la bascule est tout à fait impressionnante quand on passe cette limite, on passe sur une autre langue. Et vraiment, ceci étant calculé sur l'ensemble des cartes de la... Enfin, pas l'ensemble, pardon, la moitié des cartes de l'Atlas linguistique de France. C'est-à-dire sur un échantillon très vaste de traits linguistiques qui sont à la fois phonétiques, morphologiques, lexicaux, etc. Donc, on a réellement une vraie solidarité des parlers picards, et on voit réellement apparaître, sur un grand nombre de critères, un domaine relativement homogène, hein, qui est le domaine picard. Voilà. On va continuer. Tant pis, je ne peux pas vous montrer. Voilà. Là, je vous montre un domaine qui n'a strictement rien à voir. Mais c'est parce que, en fait, je demande d'arriver à la conclusion. La définition du domaine picard, c'est le territoire de la langue. C'est là où on parle picard. Alors, question, c'est où est-ce qu'on parle picard au XXIe siècle? Ça exige. Parce que tout ça, je vous l'ai montré à travers, évidemment, des témoignages du XIXe siècle. L'Atlas linguistique de France, ça marche très bien, mais c'est le picard du XIXe siècle. Qu'est-ce qu'on fait du picard du XXIe siècle? Alors, il est où le picard au XXIe siècle? Qui parle picard? D'abord, c'est quoi parler picard au XXIe siècle? Alors, vous voyez que ça ouvre des questions compliquées. La fameuse bascule que je vous ai dit, ça marche avec les parlers de villages, ceux qui sont implantés, ceux parlés par des gens qui ne sont jamais sortis de leur village, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Parler picard aujourd'hui, c'est un choix individuel. C'est un choix individuel. On parle picard pour parler avec ses proches, mais avec d'autres personnes, on va parler d'autres langues, français, puis anglais, et puis d'autres langues, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on fait des picards expatriés? Il y a plein d'associations de ch'tis expatriés en France et dans le monde. Des associations où les gens se réunissent entre eux et ils parlent picard entre eux. Ils parlent ch'ti, mais ils parlent picard en fait. Voilà. Ils font du théâtre entre eux, etc. Ces gens-là, dans leur association, ils forment une partie du territoire linguistique picard, autant que nous ici, même si ici, en plus, ici, on ne parle même pas picard. On s'intéresse au picard, on ne parle pas picard. Donc cette vision même point un picard. J'ai quoi la note à fouet. Donc les expatriés qui sont à Toulouse, par exemple, je prends Toulouse parce que vraiment, j'ai l'exemple de Charlemagne, qui est un acteur, un metteur en scène, qui fait du théâtre en picard, qui est vraiment de qualité, et qui a exporté son picard, c'est un picard de Wavrin, dans la région lilloise, et il l'a exporté à Toulouse. Et il a mis au frigo, même à Toulouse, c'est-à-dire qu'il parle un picard de Wavrin comme plus personne ne parle à Wavrin. Il parle comme les vieux à Wavrin. Et à Wavrin, les gens ne parlent plus picard comme ça. Mais lui, il a congelé son picard et il le ramène. Quelquefois, il revient faire du théâtre à Wavrin. Et les gens de Wavrin redécouvrent leur ancien picard. Sinon, quand il parle français, Charlemagne, il a un accent toulousain. Extraordinaire. Voilà. Et lui, à Toulouse, avec les ch'tis de Toulouse, il forme une partie du territoire linguistique picard. Alors, si je vous ai mis cette carte ici des langues oraliennes, que j'emprunte aux travaux de ma collègue Mila Smyrnova,
finalement quelque chose qui pourrait être le territoire picard aujourd'hui. Vous voyez, les langues ici, elles sont en tâches, elles forment des tâches, des petits groupes, des villages où on parle des langues permiennes, des langues ougriennes, alors tout ça se mélange un petit peu. Et finalement, peut-être que maintenant, le Picard, le territoire picard ressemble à ça. Et puis finalement, est-ce que le domaine picard du XXIe siècle, ça ne serait pas ça? Avec des Picards expatriés un peu partout qui se regrouperaient et qui parleraient picard, et puis en plus il y a l'Internet qui nous permet à tous de pratiquer le picard. Donc, c'est quoi cette notion de domaine linguistique de nos jours? Est-ce qu'il ne faut pas la relativiser, l'interroger? On a, vous voyez, j'ai cherché des beaux critères, et on est très content puisque ce domaine linguistique picard, enfin, il s'incarne maintenant dans un domaine administratif, avec la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Bon, on a laissé un peu les Belges de côté, mais on va en peut-être un peu. Donc on est content, mais aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est la question que je vous pose, que je laisse en suspens. Je ne vais pas y répondre, évidemment, mais ça ouvre la discussion à travers ça. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre